priorités. Ouais. Donc, une des premières choses, c'est que avant de commencer de foncer sur le contenu, c'est-à-dire faire la présentation, je m'assure de dire, OK, j'ai combien de temps pour le faire par slide? Voilà, je prends le temps avant de rentrer dans le contenu, de façon à dire combien de temps j'ai. Donc, moi, je m'organise dans ma tête. Je sais que j'ai à peu près 8 minutes par slide. Hop, je mets mon chrono et j'essaye de respecter mon chrono le plus possible. Et comme je suis humain, eh ben, il est possible que je fasse plus court et que je fasse plus long, peu importe. L'idée, c'est de tenir une moyenne. Donc ça, c'est le premier tips pour bien gérer son temps. Alors, on commence. Euh, donc là, la première chose, c'est la définition finalement, c'est quoi la charge mentale? J'essaie toujours de donner un petit trait un peu, pas humoristique, mais en tout cas très humanisé dans la façon de présenter les choses. C'est le moment où tu jongles entre le boulot, la maison, les courses, le reste, enfin, etc. Et tu essayes de pas, t'en peux plus. Enfin, je me souviens d'une pas mal de monde, c'est en non-verbal, c'est ah là, j'en peux plus. Enfin, ça chauffe quoi. Et donc du coup, la plupart du temps, ça passe inaperçu parce qu'on gère, mais à force, ça pèse sur les gens et ça peut laisser complètement épuisé. Donc il y a cette notion d'énergie qu'on laisse sur la charge mentale. L'impact sur le professionnel, alors j'axe sur le professionnel, mais on peut mettre sur le perso aussi, hein. Fatigue psychologique, diminution des performances, troubles de concentration, un, sen- un sentiment constamment d'être submergé. Mais le propre de l'être humain, c'est qu'il pense pouvoir gérer en permanence, ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais à quel prix sur sa fatigue. Donc, donc ça, c'est vraiment les impacts qu'on peut voir. Alors, il y a plein d'astuces. J'ai fait un choix, il y en a plein. Celle que je vois, la principale astuce que je mets en place pour ma part, que j'utilise personnellement, tout ce que je vous dis là, j'essaie de l'appliquer personnellement. C'est la liste des tâches externalisées. Donc, la liste des tâches externalisées, alors professionnellement, ça peut être un outil de productivité, ça peut être Notion, ça peut être Microsoft To-Do List, mais ça peut être le bon vieux cahier où on met une liste de choses qu'on prend le matin. Moi, j'utilise principalement pour mon perso Microsoft To-Do List. Voilà. Je me lève le matin, je prends mon café et je m'assois. Et la première chose que je fais, c'est que je vide mon esprit de tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai à faire, en tout cas, que j'aurais pas, qui ne serait pas déjà marqué. Euh, et après, j'ai un outil professionnel qui est Notion, pardon. Donc, et Notion, lui, c'est plus ben, suivi de tâches par rapport à des projets, des actions. Et la première chose que je fais vraiment, c'est que je vide, que je décharge mon cerveau, donc ma charge mentale, sur des outils externalisés. Alors, il y en a qui aiment, qui sont plus dans l'écriture pour décharger, donc ça, c'est OK. Quand on travaille en équipe, d'un point de vue professionnel, c'est mieux d'avoir un outil qui permet d'avoir un suivi collectif des actions à faire et un suivi, hein, c'est quand même important. Et ça libère son esprit très fortement. Alors, je l'invite à le faire professionnel, mais aussi perso. Et plus on va mettre de tâches, plus on va déverser son esprit, plus on sera capable de prendre des actions efficaces dès lors qu'on suit cette liste. Parce que le secret aussi, c'est bien de faire des listes, mais c'est bien de les suivre aussi. Donc c'est un élément très important, la chose à mettre en place. La notion de déconnexion numérique, elle est difficile dans les contextes actuels et surtout, et même si j'ai bientôt 52 ans, je trouve que je suis quand même accro au numérique. Et j'ai pour ma part beaucoup de mal à me déconnecter. Et donc, je me force, parce que c'est de la discipline, tout ça, c'est du mindset, c'est du façon de penser. Euh, donc, au-delà de donner des outils, c'est plutôt essayer de les mettre en place, d'y penser. Et donc, je fais des pauses régulières d'écran, en tout cas téléphoniques. Parce que moi, je suis plutôt accro à tout ce qui est téléphone, et pas forcément les réseaux sociaux, hein, c'est aussi juste regarder ma Microsoft To-Do List, par exemple, où je la regarde beaucoup trop à certains moments. C'est LinkedIn, c'est des mails, c'est voilà, tout est dessus. Et, euh, et on verra après sur la gestion du temps. Pendant que j'applique une autre méthode qui est Pomodoro, je mets en mode avion, par exemple, mon téléphone. Comme ça, je suis sûr que je ne suis pas dérangé euh, parce que l'être humain, en tout cas en règle générale, il a tendance, comme il est ultra sollicité, il a tendance à sauter sur le dernier truc qui lui arrive.
Voilà. Et qui vient, tout se mélange en termes de priorité. Donc, du coup, bah, tiens, j'ai reçu un mail, ah bah, je vais répondre. Voilà. Parce que j'ai la réponse, que je l'ai lu et que je suis OK. Or, tout ça, c'est des techniques de gestion du temps, savoir si je vais le faire. Donc, moi, ce que je fais pour m'empêcher de tomber là-dedans, ce que je fais, c'est que je bloque les notifications. Ça, je suis sûr de ne pas y aller. Et vous verrez après, ce que je fais, c'est que j'utilise des périodes on appelle ça le time blocking, hein, c'est le temps bloqué pour arrêter les anglicismes. Et donc, du coup, je définis des plages dédiées à certaines activités dans mon emploi du temps, et notamment le traitement des mails, le traitement des WhatsApp, etc., etc. Donc, la déconnexion numérique, elle reste importante pour garder un niveau de concentration et de ne pas avoir des trucs qui se rajoutent en plus dans le mental en permanence. Donc là, c'est intéressant, le dernier, j'ai voulu le laisser parce que c'est ce que j'essaye de mettre en place à la maison, typiquement. La délégation. Déléguer ce qui peut l'être pour alléger la charge au bureau ou à la maison lorsqu'on peut. Bah, typiquement, je suis pas tout seul à la maison. C'est pas moi qui suis en charge de gérer, ranger les courses, faire à manger, enfin, etc., etc., parce que ça contribue à la charge mentale. Du coup, bah, j'ai des enfants qui peuvent m'aider, qui sont en âge de m'aider. Bah, donc, je vais essayer de déléguer un maximum, quand ils sont d'accord, bien évidemment, de déléguer un maximum pour pouvoir me libérer du temps et passer du temps à autre chose et libérer ma charge mentale en termes de responsabilité. D'un point de vue professionnel, c'est plus pas compliqué, mais en tout cas, c'est plus touchy parce que en fait, il faut apprendre à lâcher c'est-à-dire cette notion de vouloir faire les choses parce que ça va plus vite. Donc, il faut apprendre à les déléguer le mieux possible, avec les meilleures consignes possibles, de façon à ce que ça respecte notre niveau d'attente. Ça, c'est un sujet qui fait l'objet d'autres séminaires sur la notion de pouvoir et de niveau de contrôle et de maîtrise, euh, faire gagner les autres en autonomie. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, qui est difficile à mettre en place, la délégation, parce qu'on a tendance à croire qu'on est pas le seul à mieux faire les choses, mais pas loin. Et souvent, on dit, ben, j'aurais plus vite fait de le faire moi-même. Et quand on pense comme ça, et ben, du coup, c'est pas faux dans l'absolu, mais ça sera plutôt, j'aurais plus vite fait de le faire moi-même pour ça que ça soit fait comme moi j'ai envie que ça soit fait. C'est plutôt ça la fin de la phrase. Et donc, c'est juste cette petite particularité qu'il faut apprendre à donner de l'autonomie aux gens. Et pour ceux qui ont des enfants ici, ben, on voit bien que si je ne délègue pas une tâche à un enfant, il va pas apprendre à le faire. Ça va pas être fait comme j'ai envie que ça soit fait ou comme moi je l'aurais fait. Mais en tout cas, il va apprendre au fur et à mesure. Et à un moment donné, cette charge mentale, elle sera vraiment déléguée parce qu'on aura atteint un niveau de confiance. Et donc, si on transpose ça dans le milieu professionnel, ça marche de la même façon. Donc, on essaye de faire monter en autonomie, en responsabilité les gens et on lâche, on va dire, ouais, lâcher, on relâche, parce que lâcher, ça veut dire qu'on laisse tomber, mais non. Mais en tout cas, on relâche son niveau de besoin de maîtrise et de façon à ce que les autres puissent se sentir autorisés à faire à leur façon. Voilà, j'en profite aussi à lâcher quelques infos sur la notion de délégation. Oui, je suis très bien, je suis à 8 minutes et on peut changer. C'est quoi gérer son temps? Ben, c'est l'art de jongler les tâches. Ça, je trouve ça intéressant. Pro et perso sans perdre la tête ou ta montre, hein. Bien t'organiser, ça te permet de faire plus en moins de temps tout en évitant de stresser à chaque deadline qui approche. Euh, c'est aussi en lien avec la gestion du stress. Mais tout ça est interconnecté. Une mauvaise gestion du temps, bah, ça provoque du stress, euh, de la frustration, une surcharge de travail, des résultats pas top. Et ça arrive souvent, une forme d'épuisement professionnel à long terme. Je dirais que une des qualités et du défaut de l'être humain, c'est qu'il est intelligent. Et donc, souvent, on se connaît. Et on a tendance à procrastiner certaines choses parce qu'on sait qu'on est capable de le faire au dernier moment. J'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup ça en retour où j'entends dire je suis jamais autant meilleur que quand je travaille au dernier moment et que je suis dans le stress. Euh, c'est une impression, c'est-à-dire qu'on est plein d'adrénaline et de dopamine, d'hormones
qui nous booste et nous aère et nous irrigue le cerveau en oxygène. Donc, on a l'impression d'être ultra puissant. Et je fais toujours une pondération, ce qui n'est pas faux, hein. C'est-à-dire que physiologiquement, c'est vrai. Quand on se met, on repousse le travail de le faire au dernier moment, on est bon. Et c'est parce qu'on est plein d'hormones du stress et qui ne sont pas négatives. Mais du coup, je questionne toujours sur, OK, mais si est-ce que tu penses que le travail il est top de chez top? Il est vraiment, vraiment d'une qualité supérieure. La plupart du temps, je dis, bah non, j'aurais pu faire mieux. Et bah oui, parce qu'en fait, dès lors qu'on organise un peu mieux son temps et qu'on procrastine un peu moins, on va dire ça comme ça, on s'organise mieux, et ben, on est capable de produire un travail de meilleure qualité. Et même si on le morcelle en plusieurs temps de travail, parfois nécessaires, on ne fait pas tout d'un bloc, et même si on le fait un peu au dernier moment, le dernier moment, c'est les finitions. Et du coup, ça améliore la qualité de notre travail. Et puis du coup, on stresse beaucoup moins sur le fait de potentiellement mal faire et avoir un échec. Mais là, c'est un autre sujet sur les scénarios de reproduction d'échecs. Ça, c'est un autre sujet euh, à traiter. Ici, les astuces, c'est des trucs hyper simples. En tout cas, mais c'est, enfin, au-delà de les présenter, l'intérêt, c'est de dire, faut essayer. Donc, essayez-le pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez sur Internet, vous cherchez timer Pomodoro et vous aurez un petit timer qui va sur Internet. Vous pouvez lancer. On appelle ça des sprints. Enfin bon, il y a plein de noms qu'on peut nommer. En tout cas, c'est des petites sessions de travail par intervalle qu'on peut régler. Alors au début, moi, j'impose les 25 minutes avec 5 minutes de pause. Alors les 5 minutes de pause, c'est une vraie pause. C'est euh, et Lucie est là. Travailler par intervalle de 25 minutes, c'est pas toujours, ça correspond pas à tout le monde. OK. Donc il faut tester, il faut essayer. Et vous verrez dans la méthode Pomodoro, ce qui se passe, c'est qu'on fait 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 15 minutes. OK? Et à chaque fois, les pauses sont des vraies pauses. Là, 15 minutes de pause. Donc, ça vous avez fait l'équivalent de 2 heures de travail non-stop sur un sujet. OK? Si vous avez fini avant les 25 minutes sur un sujet, vous partez sur autre chose et vous arrêtez au bout de 25 minutes. Bon, moi, c'est 40 minutes. Avec l'expérience, je suis bien. Ça me permet d'être satisfait, d'avoir un bon niveau de résultat. Euh, et ça nécessite une discipline. Parce que je vois bien qu'il y a plein de gens qui veulent l'essayer, mais qui ont du mal. Quand ça fait bip, 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 ah mince, je suis en plein milieu d'une idée, ok, on finit sa phrase, mais on arrête. Et ça permet aussi d'éviter la surchauffe mentale. Euh, alors, toujours pareil, hein, il y a la notion de technique et la notion de bien se connaître. Je connais des gens qui sont capables de bosser non-stop pendant 2 heures et c'est efficace. D'accord? Donc, il faut tester, il faut essayer. Si pour vous, c'est chaud de bosser 2 heures, que c'est compliqué, que vous voyez qu'à la fin, c'est improductif, parce que les études ont montré qu'au bout de 2 heures, on ne devient pas efficace, en tout cas pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces méthodes pour travailler en efficacité, en performance. La matrice d'Eisenhower, ça, c'est classer des tâches selon les urgences, c'est important. Donc, c'est urgent, important, non urgent, important, non important, urgent, je crois que j'ai déjà dit, et non urgent, non important. Et tout ce qui est non urgent, non important peut être remis à plus tard, par exemple, ou délégué. Dans le milieu professionnel, on peut le déléguer. Euh, Ça veut dire que euh, vous devez avoir cette notion d'avant de rentrer dans quoi que ce soit en termes d'activité. Le matin, je fais ma liste de tâches, je détermine la matrice d'Eisenhower de ces tâches-là, ok. Et derrière, je traite mes tâches, ok, en notion de priorité. Tout ce qui est urgent, je le traite. Tout ce qui est important et urgent, je le traite. Tout ce qui est non urgent, important, bon, pour moi, si c'est important, ça reste urgent, donc ça reste conceptuel. Je le traite quand même. Et le reste, eh ben, je ne le traite pas potentiellement dans la journée. Je le remets à demain. Enfin, je m'organise mon temps comme ça. Le dernier point, c'est le blocage du temps, le time blocking. Alors là, c'est une façon de faire. Ça peut bouger. Ne considérez pas que tout ce qui est vrai aujourd'hui dans vos décisions de time blocking, c'est-à-dire que le lundi matin, je fais de l'administratif, le mardi après-midi,
je suis commercial, le jeudi, je fais des rendez-vous clients, blablabla, blablabla. C'est pas toujours le plus efficace. Donc, on cherche un peu, on bouge, on emploie du temps, mais on le marque. Moi, je le marque dans mon Google Agenda et c'est bloqué et je le fais bouger. C'est pas grave. C'est pas parce que c'est ce qui était vrai aujourd'hui peut très bien évoluer en fonction de mon expérience. Ça, faut l'utiliser. Euh, ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'au-delà des méthodes, c'est surtout une discipline de pensée. C'est-à-dire, je vais l'utiliser, je vais essayer, quoi qu'il arrive. Je vais ne pas être, je vais déterminer si un coup de téléphone est urgent ou pas, parce qu'il y a les imprévus. Et si c'est un coup de téléphone d'un sujet où on sait qu'on peut attendre 2 heures avant de le traiter, il ne faut pas le prendre. Et quand on a plutôt tendance à être ultra disponible, et ben là, on perd en efficacité en termes de production de travail, de productivité, parce qu'on va prendre le coup de téléphone, on ne sait pas combien de temps il va durer. Du coup, le réflexe de penser Eisenhower, c'est prioritaire? C'est urgent? Oui, c'est urgent, je prends. Et je décalerai les autres choses. Non, c'est pas prioritaire, c'est pas urgent, ok. Je verrai ça plus tard. Ça, c'est un exemple, hein. Vous comprenez bien que tout ce qu'il y a derrière, ce que je peux dire là, c'est basé sur une forme de mindset, c'est-à-dire de façon différente, de, de paradigme, pour reprendre des mots de coaching. Gérer ses priorités. Alors, tout ça, ça a une suite, hein, bien évidemment, vous comprenez bien. L'art de trier entre ce qui doit être fait maintenant, ce qui peut attendre, et j'aime bien le être oublié sans regret. Parce que ça, oui, on a le droit d'oublier des choses qu'on pense importantes, finalement, elles ne le sont pas. L'idée, c'est de s'attaquer d'abord aux trucs vraiment importants et de laisser les restes pour plus tard. Euh, et je vais rajouter même une petite notion dans le time blocking, qui est juste la gestion du temps avant. Si vous déterminez que la période où vous travaillez le mieux, c'est le matin, traitez les trucs importants le matin, parce que c'est là où vous vous sentez le mieux, et les trucs les plus embêtants le matin. Voilà. En tout cas, dans la période que vous avez déterminée où vous êtes le plus performant pour vous. Moi, c'est le matin, par exemple. Donc moi, même si j'en ai pas envie, je me force à traiter les trucs qui m'embêtent un peu le matin. Voilà. Et après, le reste de ma journée, elle est basée sur des trucs qui sont sympas. Lucie le dit très bien, une fois l'avait dit. Dans la journée, je m'organise à faire trois choses, une que j'aime pas, une que j'aime et une récurrente, ou je sais plus ce que tu avais dit exactement, mais enfin, un truc assez facile à faire, que j'aime pas forcément, mais qui est facile à faire. Et ben ça, c'est une bonne idée pour gérer ses priorités aussi. Ne pas gérer ses priorités, bah, déjà, ça entraîne de l'inefficacité, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les statistiques, et franchement, ça marche bien. J'y crois à ça, du retard dans les projets, pardon, un sentiment d'éparpillement. Donc on a l'impression de vraiment jamais achever quelque chose parce qu'on commence tout, on finit rien, on ne sait pas déterminer nos priorités, on ne sait pas déterminer quelle chose doit faire pour atteindre un objectif très précis. Et comme on est un peu éparpillé, et ben, du coup on a l'impression de ne pas être efficace. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les résultats sont souvent moins bons que ce que l'on peut faire. Parce qu'on a tous un niveau de capacité qui est quand même assez fort. Dès lors qu'on est capable de commencer une tâche, la prioriser, pardon, définir le temps que je vais travailler dessus avec des outils, notamment la méthode Pomodoro que j'utilise beaucoup. Derrière, on arrive à un niveau d'achèvement beaucoup plus puissant et en termes de qualité de travail, c'est bien meilleur. Alors, une astuce pratique pour définir les priorités, la loi de Pareto, 80-20. Donc ça reste très conceptuel. Je vais essayer de donner un exemple très précis. Se concentrer sur les 20% des tâches qui apportent 80% des résultats. Imaginons que dans ma journée, enfin en tout cas dans ma semaine, parce qu'on peut le décliner à la journée, à l'heure, à la semaine, au mois, aux 6 mois. Ok. Ça, c'est comme ça que ça se fait dans les visions à long terme, dans les boards, dans les comités exécutifs. On travaille sur les visions à 6 mois, un an. Et donc, on détermine à chaque fois des priorités. Dans ma semaine, j'ai la compta à faire, j'ai des clients à trouver, j'ai un webinaire à préparer, j'ai à faire réparer ma voiture, j'ai plein de choses à faire. Ok. Et j'ai de l'argent à rentrer. Ok. Et ça veut dire que quel est mon objectif prioritaire? C'est la fin du mois. Bah, il me reste moyen d'argent, il faut que j'en fasse rentrer quand même.
Bah, la priorité des priorités pour atteindre cet objectif, c'est de faire des factures et d'aller chercher l'argent. Donc, dans ma loi de Pareto, mon effort va se concentrer, en tout cas sur le lundi, potentiellement, à envoyer toutes mes factures, ou relancer le paiement de toutes les factures. Je sais que le webinaire, c'est le vendredi. Bon, je me dis, je peux peut-être faire mon support de webinaire mercredi. Ça ira très bien en termes de priorité, je peux le décaler un peu. J'ai pas d'inquiétude sur le contenu, j'ai juste de la mise en forme, ok, je peux gérer. Donc mon effort va pas être concentré sur ça le lundi et le mardi. J'ai des clients, je veux rentrer des nouveaux clients. C'est aussi un objectif du mois. Mais est-ce que cette semaine, je peux le traiter en fonction de tout ce que j'ai à faire? Ouais. Donc on va dire que le mardi après-midi, je vais faire ça. Et donc je commence à tout doucement déterminer mon effort que je vais fournir cette semaine, potentiellement chaque jour. Et je vais m'axer sur ces tâches-là. Et euh, ça donne un niveau de satisfaction sur les résultats par rapport à ces objectifs. Mais vous l'avez bien compris, ça nécessite de se poser des questions sur ces objectifs au départ. C'est pour ça que je répète toujours, la première chose qu'on fait, c'est de se poser, dire quels sont mes objectifs, quelles sont mes tâches, qu'est-ce que je veux traiter, qu'est-ce que j'ai pas envie de traiter, dans quoi je mets ça dans ma semaine, je définis mon time blocking, etc., etc., etc. Et quand on arrive à faire ce schéma-là, posé avant de rentrer dans l'action, on va 2 fois à 3 fois plus vite en termes de contenu, on appelle ça. En termes de production en elle-même, on va 2 fois plus vite parce qu'on ne pose pas les questions en même temps de OK, c'est quoi la priorité, mais j'ai quoi à faire en même temps, etc. Et donc, vous voyez bien que si on fait charge mentale, gestion du temps, gestion des priorités, finalement, on arrive à un niveau de finesse et c'est pas fini. Et ben en fait, on va dégager, on va améliorer par la gestion des priorités, la gestion de son temps et sa charge mentale au fur et à mesure. OK? Il y a un petit sujet que moi je traite vraiment, je suis efficace là-dessus, c'est la priorisation des 2 minutes. Alors 2 minutes ou 5 minutes, hein, d'accord? Mais le concept en lui-même, c'est je gère tout de suite les tâches de 2 minutes. Voilà. J'ai un mail, je sais que j'ai une réponse à faire en disant j'ai bien reçu ton message, merci. Je ne vais pas le déplacer parce que c'est une tâche que je peux clôturer très rapidement. Généralement, je commence un peu ma journée avec ça. Donc attention au piège pour les gens qui ont un métier où ils n'ont que des tâches de 2 à 5 ou 10 minutes. Ils peuvent n'enchaîner que ça dans la journée. Et alors, bien sûr, ils auront avancé, hein, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps en accompagnement. La personne, on faisait l'exercice ensemble et elle m'a sorti 15 tâches de 2 minutes. Je dis, bah ouais, mais si tu fais 15 tâches de 2 minutes, tu vas voir que ta matinée, elle est bouffée. Donc, OK, c'est quoi la priorité? Loi de Pareto par rapport à ces tâches de 2 minutes, c'est quoi qui peut attendre? C'est quoi qui est vraiment prioritaire? Bah, j'ai un client, je dois accuser réception de son mail, c'est important. Ok, bah ça, tu le traites. On a pour 2 minutes, c'est fini, tu n'en parles plus. J'ai potentiellement un petit détail, un complément d'information à envoyer, je sais que ça va me prendre 2 minutes. C'est urgent? Ouais, non, c'est pas urgent, le client, il n'y a pas de notion d'urgence. Ok, bah, ces cas-là, tu la mets ta tâche, mais tu la reportes peut-être à cet après-midi ou à demain. Voilà. Donc ça enlève beaucoup de petites choses et ça donne beaucoup de satisfaction dans le fonctionnement parce que c'est toutes les petites tâches où on a fait. Et ça fait du bien parce qu'on voit qu'on avance. On voit qu'on avance et qu'on est efficace. Alors, la revue quotidienne, bah, ça, c'est. Alors, je dis quotidienne, on peut dire hebdomadaire, mais dans le boulot, c'est des réunions de suivi de projet, voilà, de suivi d'avancement. On en est où des tâches, on peut redéfinir des priorités, et donc des acteurs qui va le faire, etc. On résout des problèmes de je suis bloqué là-dessus ou j'ai un problème. Moi, je le fais quotidiennement, c'est-à-dire que le matin, je fais ma liste de tâches, mais le soir, soit je le fais au fur et à mesure, soit je le fais en fin de journée, je coche tout ce que j'ai fait, je vois ce qu'il me reste à faire, et finalement, ça me fait une revue quotidienne déjà anticipée du lendemain matin. Donc, je sais un peu comment on va se cadencer, là où je suis en retard, si je peux le déprioriser. Et après, je choisis en fonction de ce que je sais, moi, de mon métier, des choses à faire. Donc, cette revue quotidienne, elle est nécessaire pour avoir cette clarté du job, tout ce qu'il y a à faire.
et on fait, OK, ça, je le repriorise ou je le dépriorise. Je le mets à un truc suivant. Je le mets à mardi, je le mets à jeudi, etc. Alors là, on a la vision en semaine, hein, mais quand on est habitué à faire ça, on peut faire une vision au mois, une vision à 3 mois, une vision à 6 mois. Et donc, c'est le cadencement qui n'est pas le même et c'est le suivi de projet qui n'est pas le même, tout simplement. Le stress. Alors là, c'est la maladie du siècle quand même, je trouve, moi. C'est la réaction de ton corps quand il se sent sous pression, comme si tout devenait une urgence. Gérer ton stress, c'est apprendre à calmer cette réaction pour éviter que ça ne ruine ta santé ou ta capacité à bien bosser. Pour ceux qui me connaissent, c'est ce que moi je considère que mon stress a créé mes maladies. En tout cas, ma mauvaise gestion du stress ou le fait que je sois inconscient que ça existe. Je ne sois pas conscient que ça existe à ce point-là. Je dis toujours, la capacité de l'être humain, c'est exceptionnel. On a un cerveau et on est capable de gérer et de faire du déni. Et donc, du coup, on ne considère pas les maux du corps, puisqu'on considère que c'est la tête qui gère et que notre tête dit, mais non, mais je vais gérer une bonne nuit de sommeil et puis, ou un Xanax, et puis ça va aller mieux. Donc, du coup, on a tendance à générer, euh, par ce manque de connaissances ou par cette charge mentale, cette mauvaise gestion du temps, un stress chronique qui va entraîner à terme de l'anxiété, des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires, une baisse significative de la productivité. Je vais rajouter de l'acidité, donc des inflammations dans le corps. On tourne tous autour du domaine de la QVT, de la santé, donc on sait de quoi on parle. Euh, on travaille beaucoup avec le corps, aussi l'esprit et la tête. Du coup, moi, je travaille plus, là, ce que j'ai orienté plus sur la notion d'abord sur la notion du corps, donc la respiration. C'est quand même un de mes domaines de compétences. Donc, le message qu'on envoie à notre cerveau par notre respiration, qui est inconsciente et si on n'en prend pas conscience, qu'on ne maîtrise pas, plus elle va être rapide, plus elle va augmenter l'activation du système sympathique. Donc, stress, combat, fuite. Donc, des hormones du stress. Donc, tous les effets secondaires dont on a parlé juste au-dessus. Et donc, l'idée, c'est que quand on prend conscience de la vitesse de sa respiration, on prend conscience de son état de stress potentiellement chronique. Donc, du coup, des petits exercices que vous pouvez faire dans les fameuses 5 minutes de pause de la méthode Pomodoro. Alors, pas à chaque fois, mais au moins une fois sur un cycle de 2 heures. C'est la respiration 4-7-8. J'inspire 4 secondes, je fais une apnée de 7 secondes et j'expire 8 secondes. Et le principe physiologique qui se passe pendant cette respiration, c'est que le message qui est envoyé à votre cerveau, c'est que tout va bien. Vous n'êtes pas poursuivi par un ours et que vous n'allez pas vous faire bouffer. C'est que plutôt, c'est le mode parasympathique qui est activé. Donc, calme, détente. Et du coup, les hormones du stress qui sont produites dans une respiration rapide vont s'arrêter. Du coup, on va rééquilibrer le corps en termes de production d'hormones, en tout cas du stress. Et ça marche vraiment bien dès lors qu'on enchaîne, je sais pas, au début, on peut faire 5-6 fois, on voit le bénéfice, puis après, moi, je fais des sessions de 5 minutes. Voilà. Ça peut paraître long, 5 minutes, mais j'ai un retour à un calme d'esprit, une sorte de clairvoyance, une sorte de mieux-être, et je vois l'effet sur mon corps en termes de stress. Donc ça, à essayer, pour ceux qui ne connaissent pas. Le 4-7, il y a plein de versions différentes. Ok, il y a respiration carrée, il y a la cohérence cardiaque, etc. Celle-là est intéressante. Le principe d'apnée, euh, on va dire, c'est un principe de désacidification du corps. On peut appeler ça comme ça. La respiration réduite. Alors là, c'est la respiration réduite, elle est intéressante. Il ne faut ne respirer que par le nez. Donc on a l'impression de manquer d'oxygène. Mais c'est comme si vous souffliez dans un ballon pour ceux qui font des crises d'angoisse, vous savez, où finalement on s'auto-alimente on manque d'oxygène et ça permet de calmer les crises d'angoisse. Et donc on respire, c'est de la cohérence cardiaque, mais on y rajoute la notion de j'inspire par le nez et j'expire par le nez en gonflant, en dégonflant uniquement le ventre. Et je ne fais pas des grandes respirations comme... Non, je fais plutôt une respiration réduite. Je réduis le flux d'entrée et le flux de sortie. Alors, ça peut provoquer une forme d'asphyxie,
C'est pas grave, on reprend une respiration normale et puis on recommence. Mais ça aide vraiment à éclaircir l'esprit. On se sent plus concentré, plus clairvoyant, euh, parce qu'on oxygène mieux le cerveau. Et le fait de baisser le niveau de CO2 fait qu'on travaille un truc qui s'appelle l'effet bord. Et l'effet bord, c'est quand on vit à haute altitude, on augmente, on améliore, on optimise, on va dire ça comme ça, la circulation d'oxygène disponible dans le sang, puisqu'on en manque. Et donc ça permet, quand on est un peu dans le brouillard, stressé, etc., et ben en fait, on réoxygène mieux le cerveau, l'oxygène est mieux distribué, et donc on se sent mieux et plus détendu. La partie mindfulness, elle est connue, ça se pratique de plus en plus. Les coachs en mindfulness, la méditation en pleine conscience par jour pour détendre le mental. Moi, j'ai une petite technique que je trouve très intéressante, c'est de prendre un livre et de lire 2 pages à voix haute. Parce que dès qu'on lit à voix haute, on n'est plus concentré dans ses pensées, on est concentré sur sa voix et sur ce qu'on lit. Et du coup, on est vraiment sur cette partie de lecture en pleine conscience. Et ça calme vraiment l'esprit. C'est très, très efficace. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, essayez-le. C'est assez bluffant. Alors après, pour ceux qui ont plus l'habitude de méditer ou c'est OK pour eux de rentrer dans un état méditatif assez facilement, eh bien, peut-être quelques minutes. Moi, je pratique ça avec un son de son de nature, qui sont des bruits sourds, qui permettent un calme neuronal, un repos neuronal. Les études ont montré ça. Donc de l'eau qui coule, de l'orage, du bruit. Les bruits de la forêt sont comme des bruits sourds et donc ils permettent de calmer l'esprit et donc de baisser le niveau de stress, tout simplement. Euh, je suis un peu en avance sur ces slides, c'est très bien. Du coup, j'ai un peu plus de temps sur la réunion efficace. Une réunion efficace, pourquoi on en parle? Pas parce qu'on fait tous des réunions potentiellement avec des gens dans notre activité. Ça peut se traduire aussi avec une réunion client. Donc, je cadence mon temps. Euh, je ne me perds pas, on va dire, un peu dans mes idées. Donc, je structure. Une réunion efficace, c'est une réunion qui est bien préparée. Donc, typiquement, si je viens vous présenter ce webinaire, la fleur au fusil, en n'ayant pas au moins un minimum préparé le timing, enfin des choses, je vais être un peu en situation de stress potentiellement et voire ne pas assurer, ne pas dépasser mon temps. Ok. Donc, ça veut dire que je prépare ce webinaire au même titre que je prépare une réunion. Et j'ai beaucoup de réunions. Donc, du coup, j'essaye de mettre un agenda, enfin, j'essaye de mettre des choses structurées de façon à ce qu'on ne perde pas de temps non plus. Parce que les réunionites, dans les structures, c'est quand même une grosse maladie qui fait que la perte d'argent, là je parle vraiment de business, la perte de temps et la perte d'argent et la vraie compétence des gens qui travaillent, c'est pas de faire des réunions, c'est d'être dans leur métier proprement dit. Euh, donc une réunion bien préparée, structurée, focalisée sur des objectifs clairs. Elle permet de maximiser le temps, de l'énergie des participants en insérant une prise de décision ou une action concrète à la fin de la session. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sur la fin, je veux dire, une prise de décision ou une action concrète, ce n'est pas toujours le cas, c'est au moins de savoir où on en est, un minimum, et d'être d'accord sur ce qui s'est dit. Euh, Vous connaissez plus ou moins l'impact, mais c'est important de le préciser. Une perte de temps, hein, pour moi, je l'ai vécu tellement dans mes postes de directeur informatique. Il y a beaucoup de pertes de temps, voire une démotivation des participants qui n'écoutent pas et ne se sentent pas concernés. Un manque de clarté sur les décisions, en disant, finalement, il s'est dit quoi et qui fait quoi, j'ai pas compris. Et comme on n'ose pas poser de questions la plupart du temps, eh ben, on repart, on ne sait pas, et on demande à notre voisin qui ne sait pas non plus. Donc, elle contribue souvent à une charge mentale supplémentaire, à une impression de gaspillage d'énergie et des ressources. Et ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai beaucoup vécu. Du coup, pour que ça change, dans l'absolu, c'est pas très compliqué. C'est vraiment une forme de discipline. Je fixe un ordre du jour, à minima un agenda. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Ok. Et on le partage à l'avance. Ce qui fait que les gens préparent un minimum, même si c'est mentalement, ils vont savoir de quoi ils vont parler. Et s'ils ont un doute sur le contenu, potentiellement des questions qu'on peut leur poser, ils vont travailler beaucoup plus
sûr, avec des documents, avec un mail, tiens, j'ai préparé un mail, je vais vous le forwarder, comme ça, vous savez où j'en suis. Les 3 P, alors, moi, c'est un autre concept, les 3 P, mais préparation, présentation, plan d'action. Donc, c'est ce que je disais à l'instant, bah, il y a une phase de préparation. On prépare une réunion avec les bons documents, avec les bonnes infos, puisque l'objectif et l'ordre du jour a été défini. Euh, une présentation concise des sujets et un plan d'action pour ce qui doit suivre. Une présentation concise, c'est le plus difficile, ok, parce que souvent on a l'impression de devoir répéter beaucoup les choses pour être compris. Donc on a tendance à beaucoup dire la même phrase de façon différente pour être sûr. Donc du coup, c'est quand même une forme de discipline personnelle de pouvoir dire je vais essayer de faire une synthèse de ce que j'ai à dire. C'est extrêmement compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude. Surtout que l'effet, l'effet de bord des réunionites, c'est qu'on a l'impression qu'il faut beaucoup parler pour être utile. Voilà. Donc en fait, non, on n'a pas besoin de beaucoup parler, on a besoin de parler utile. Voilà, et d'être concis. Le plan d'action, alors il n'est pas toujours vrai, c'est mieux d'en avoir un, parce que chacun repart avec une connaissance de ce qu'il a à faire et potentiellement qui il doit contacter. Euh, Quand on dit limiter la durée des interventions, ensuite, bah, vous voyez, j'utilise un chronomètre. Voilà. C'est-à-dire que là, moi, je m'auto-time. Hein, je suis mon propre timekeeper. Mais en réunion, souvent, alors je ne le fais pas tout le temps, mais souvent, je dis, ben voilà, qui veut bien faire le timekeeper? Voilà. Donc ça, enfin, le gardien du temps, pardon. Donc du coup, bah, ok, on parle combien de temps? Bah, en 3 minutes chacun pour exposer notre sujet, mais les autres ne parlent pas. Donc, si vous voyez le point d'en dessous, c'est utiliser la méthode tour de table. C'est-à-dire que chacun parle à son tour dans un temps limité pour partager soit son avancement, ses blocages ou son point de vue. Et il n'est pas interrompu. Ce n'est pas un débat. Donc c'est vraiment un partage de tours de table. Typiquement, tout à l'heure, quand on va échanger, c'est plutôt ce qu'on va essayer de vivre. Est-ce que vous avez une question, mais pas tout le monde en même temps? Qui veut bien commencer? Et donc bah ok, vas-y, je distribue la parole. Donc je suis l'animateur d'une réunion, je suis garant du cadre, donc que ça ne parte pas dans tous les sens. Je suis garant du temps où je délègue à quelqu'un cette garantie-là qu'on ne va pas déborder. Et je distribue la parole et je me permets de reprendre en toute bienveillance et amour les gens qui sont là en disant, écoute, non, c'est pas un débat, est-ce que tu veux bien laisser finir un tel? On n'est pas dans un débat, on est dans un tour de table, chacun donne son point de vue. La plupart du temps, les gens disent, ah oui, oui, pardon. Et quand ça sera leur tour, ils vont dire ce qu'ils avaient à dire et potentiellement répondre à une personne sur le sujet où elles avaient envie de répondre avant. Euh, Alors, on essaye de reformuler, quand on dit clôturer par un récap et une répartition des tâches, euh, en tout cas, on essaye de reformuler ce qui a été dit de façon à ce que voir si on a bien compris et si ça a bien été compris par tout le monde. Ça veut dire que potentiellement, si je fais une erreur dans ma compréhension d'un sujet, quand je l'ai reformulé, et je vais demander à la personne, OK, est-ce que j'ai bien compris? Oui, ok, c'est bon. Pas besoin de pas besoin de reformuler encore. Non, en fait, j'ai pas exactement voulu dire ça. Ah, ok. Est-ce que tu peux repréciser parce que j'ai pas bien compris. Cool. Et du coup, en utilisant ces méthodes-là très fixes de j'ai un gardien du temps. Voilà. Si on reprend dans l'ordre, j'ai fixé un ordre du jour. J'ai bien préparé ma réunion. J'ai demandé aux gens de le préparer, de venir avec les documents nécessaires. Je limite la durée des interventions. J'utilise la méthode du tour de table. J'ai un timekeeper. J'ai un gardien de la cohérence de la réunion et qui distribue on appelle ça un animateur. J'ai un animateur. Ma réunion, qui normalement durait 1 heure, peut durer 30 minutes. Je l'ai démontré plein de fois. À chaque fois, on les dit, ah, waouh! Et oui, mais ça demande une discipline de dire que c'est pas une réunion pour discuter, c'est une réunion pour un objectif très précis. Quand on a envie de discuter, on va à la machine à café. Quand on a envie de discuter, on fait une réunion spécifique discussion. Si mon objectif, c'est
on va échanger sur une stratégie ou sur notre vision commune, ben, on va discuter pendant 1 heure, on n'a pas forcément un plan d'action derrière. Mais ça, c'est défini dès le départ. Si je fais une réunion suivie d'avancement très précise de qui va faire quoi et que je veux partir avec un plan d'action, je le sais, et cette réunion va durer tant de temps et chacun aura un job très précis. Voilà. Donc ça nécessite, ça vous pouvez le transmettre, c'est-à-dire quand vous faites des réunions ou que vous faites des rendez-vous avec des clients ou des trucs comme ça, même on a du mal à parler de patients quand on fait de la médecine douce, mais en tout cas, on parle plus de clients. Mais des gens qui viennent, on peut cadencer, on peut structurer et on fait une forme d'effet miroir. Et les gens se disent, waouh, c'est hyper efficace en peu de temps. Ouais, c'est possible de le faire à condition de connaître ces principes-là et de les appliquer. Voilà, écoutez, moi je crois que j'ai à peu près terminé. Je suis un peu en avance par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est très bien. Euh, Ce que je vous propose, c'est de vous dire, moi j'avais fait exprès, merci, voilà, mon dernier slide quand même. Et je vais arrêter de partager l'écran, et puis bah, là, on va enchaîner sur des questions éventuelles, si vous en avez. Et voilà, je vous écoute. Qui aurait une question à poser ou, ou à quelque chose à partager de... Concentration, par exemple, de 2 heures, très, très puissante, surtout quand j'écris. Donc, quand j'écris, il n'y a aucune méthode qui convient et c'est ma seule stratégie, c'est mon intuition et quand c'est fluide. Après, quand c'est pas fluide et que ça bloque, c'est là où je vais faire des pauses, c'est là où je vais faire des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la technique là de 2 minutes ou 5 minutes et je trouve que dans la vie personnelle, surtout en tant que femme, ça aide énormément. Et ça, je l'interdis toujours à ma fille qui est extrêmement bordélique. Fais tout de suite ce qui te prend pas plus de 2 minutes. Vider le lave-vaisselle, laver les 3 bols qui sont dans l'évier, etc., etc. C'est un gain de temps à la fin de la journée exceptionnel, une gestion mentale optimisée. Et ça, c'est vrai que c'est un outil que je trouve très, très, très intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais partager. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien. C'était très intéressant, très, ouais, clair, clair, structuré. Ça repointait bien. Tu donnes des outils pertinents qu'on connaît, mais c'est bien de les rappeler aussi. C'est bien de montrer aussi à quoi ils servent, à quel moment les utiliser. Donc, merci. Merci, merci de ton retour. Alors, moi, ce serait juste un partage d'expérience. Quand j'interviens dans les collèges, il y a cette notion en fait de timing, c'est-à-dire qu'il y a un élève à qui je dis, voilà, tu as qui veut avoir la responsabilité de gérer le temps par rapport à la séance qui va se dérouler. Et ce que j'ai constaté, c'est que, et comme tu me disais, Sébastien, ça rend une autonomie aux enfants, mais aux élèves. Ça leur permet en fait d'avoir un statut qui est différent de l'élève qui est soumis, qui n'est pas capable. Et je trouve ça très intéressant voilà, de pratiquer comme ça. Et concernant cette notion de temps, c'est-à-dire on fait une tâche et puis ensuite on passe à une autre, etc. Moi, c'est quelque chose que je mets en place déjà depuis des années, que j'appelle 1 heure avec. Ouais. Et il s'agit en fait de passer 1 heure avec une tâche ou avec quelque chose. Et une fois que l'heure arrive, qu'on est terminé ou pas, ça c'est un peu difficile, mais qu'on est terminé ou pas, on passe à autre chose. Et ça permet en fait au cours de la journée de se dire, ah ben j'ai quand même fait ça, 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 parce qu'il y a des personnes qui stressent parce que elles n'ont pas eu le temps de faire énormément de choses, alors que là, elles se disent, ah ben j'ai pas terminé, mais je me suis quand même avancée. Et puis là, il m'a fallu 20 minutes pour le faire alors que j'avais prévu 1 heure, donc je peux faire autre chose. Mais en tout cas, tout ce que tu as dit, euh, effectivement, il y avait des rappels, il y a des choses, j'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais voilà, c'est une sorte de, allez, revisitons notre façon de fonctionner au quotidien et voyons si nous sommes efficaces ou pas. Exactement. Merci Merci. de ton retour. Merci, j'aime bien la notion de... On n'en a pas parlé, mais je rebondis sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire que quand on donne un rôle à quelqu'un à un moment donné, il se sent responsable et il rentre vraiment dans son rôle, et notamment dans la réunion pour gagner en écoute et en attention. Le fait de désigner quelqu'un comme celui qui va prendre les notes, celui qui va prendre le temps, qui va gérer le temps, celui qui est gardien du cadre qu'on s'est défini, de ne pas digresser, etc. Les réunions se passent 2 fois plus vite et les gens, ils ont écouté.
parce qu'ils sont impliqués dans le truc et ils gagnent en responsabilité, en autonomie. Et ça aide après sur la responsabilité globale de chaque individu à agir pour le système et qu'il est aussi responsable lui-même de fait que ça se passe bien et que c'est pas juste quelqu'un qui vient là en touriste. Merci Merci, Carole. Je prends l'expression une heure avec. Coucou! Écoute, moi Sébastien, je l'ai trouvé vraiment très très intéressante ta réunion. Justement, je pense que comme je rejoins un petit peu Catherine et Carole, c'était de bons rappels. Moi, tu vois, par exemple, j'avais vraiment zappé la notion, si tu veux, des 2 minutes. Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment réintégrer parce que je vois dans mon fonctionnement, bon, vous deux, vous connaissez très bien mon système, donc du coup, je pense que ce serait intéressant vraiment de pouvoir la tester et ça me permettra aussi avec ma notion en fait de perfectionnisme, justement de switcher cette partie-là. Parce qu'en réalité, en 2 minutes, on peut être tout aussi efficace sans aller trop loin dans, dans la démarche. Et je trouve ça top. Merci Super. beaucoup. Merci, Marion. Alors moi, bah oui, c'était top. C'était hyper complet, très très riche. Moi, je te rejoins parce que j'ai aussi l'habitude de préparer mes journées. Moi, j'aime bien, en gros, quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, je ne vais pas prendre de temps pour rajouter des choses. Je prends ce temps le dimanche soir, la semaine, enfin voilà, de pouvoir voilà, mettre mes tâches, de rajouter effectivement le matin pour me décharger tout de suite. Ça, c'est toujours bien de. Merci pour le petit rappel, on ne le fait pas tout le temps. Moi, je vais juste partager un tip ce que j'ai mis en place. Alors, c'était il y a quelques années, c'est les 168 heures par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais une tendance, ça c'était mon truc avant mon burn-out, je vous parle de ça il y a déjà une dizaine d'années. Euh, je faisais des to-do list, donc j'étais la reine de la to-do list, je faisais des to-do pour tout. J'adorais ça, j'ai encore un peu de temps en temps, ça, j'y reviens. Mais des to-do list qui n'étaient pas du tout réalistes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je me mettais des trucs en disant, ouais, c'est super, donc ça me déchargeait, effectivement, dans le principe. Sauf qu'effectivement, dans les faits, bah, je mettais pas forcément le timing en face des tâches. Et donc, du coup, bah, je me retrouvais avec la moitié qui est faite. Donc, du coup, de la frustration, l'impression de ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais fait, d'avoir perdu du temps, etc. Donc, j'ai regardé, et c'était une de mes coachs qui m'avait filé ce truc-là. Donc, les 168 heures par semaine, c'est le temps qui est imparti. Et j'ai enlevé mon temps de sommeil, donc ma moyenne de sommeil, le temps qu'il me fallait pour ma douche, me préparer. Enfin voilà. Et donc j'ai comme ça réduit, réduit, réduit. Et à un moment donné, donc il te reste un timing par semaine qui est quand même assez balèze, mine de rien. C'est aussi bien parce que ça fait du bien. Parce que des fois, tu te dis, mais non, tout va pas rentrer. Et puis tu t'aperçois que ah, mais il me reste quand même 20 heures ou 25 heures et c'est pas rien. Et ça me permet après de faire effectivement, comme tu l'as très bien souligné, les time blockers et de me dire à quel moment je vais mettre ça, je vais programmer ça et d'avoir donc des choses réalistes en face, de pas me retrouver avec des trucs bah, qui sont pas faits à la fin de la semaine que j'ai pas pu faire, de la frustration, etc. Donc ça, c'est voilà, mon truc. Donc, toutes les semaines, je reprends mon 168 et en gros, et je réorganise mon planning en laissant, je remplis mon agenda, moi, 70%. Du coup, quand il y a ça me permet d'avoir une variable de 30%, parce que le 80, alors Pareto, je l'utilise pour plein d'autres choses, mais le 80-20 était un peu juste pour moi. Et donc, je suis passée en 70-30, et du coup, d'avoir 30% de libre, bah, d'abord, ça me permet, bah, pour les impondérables, quand il y a des petites galères, des trucs comme ça à rajouter. Et puis, dans les 70 il y a du temps pour moi. Mes routines personnelles, elles sont dedans. Mais le 30 est vraiment, donc du coup, ça va être du temps libre pour caler d'autres choses ou ne rien faire. C'est hyper bien de ne rien faire aussi. Super. Voilà. Merci Sabrina, je rebondis. Oui, il y a le 168 est intéressant. Et moi, ce que je fais, parce que, comment dire, comme c'est un mindset, c'est une façon de penser, c'est même plus à réfléchir. Donc moi, ce que je fais, par contre, je détache, quand je vois que c'est une tâche je vais dire n'importe quoi, repeindre, je vais dire repeindre la maison. Voilà. Voilà. Si je fais ça, ma tâche, ça va rester peut-être pendant 3 semaines, un mois, toi. Donc, d'un point de vue récompense, c'est pas top. Donc, ce que je fais plutôt, c'est que j'ai cette tâche principale, bah, je la découpe. Bah, repeindre le mur gauche de la salle à manger. Alors, c'est sûr que ça fait. Ah bah oui, mais ouais, mais en fait, le fait d'avoir de sous-détailler,
fait que là, j'avance et que je vois que ça avance, plutôt que de rester sur une tâche qui va rester 3 semaines et qui finalement, elle est un peu démotivante. Et donc, moi, c'est plutôt la façon dont je fonctionne. Vraiment, je découpe au maximum et voir des tâches qui ne sont pas marquées, je les marque et je les mets cochées. Quand j'ai fait un truc que tu n'es pas dans ma tête, parce que je veux avoir la récompense en disant, regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui. Waouh, la vache, t'es une machine. Et tu as l'impression juste que si tu fais pas ça, tu as l'impression que tu n'as rien fait, que tu n'as pas été efficace, ce qui n'est pas vrai. Parce que, Moi, j'aime bien le cocher. ouais, Ça me fait du bien. J'ai ouais, une appli pour le ménage. C'est ouais, complètement où j'ai intégré. Alors, c'est n'importe quoi. Je le fais automatiquement, mais le fait d'aller sur mon appli, de prendre une minute et d'entendre le petit gling, gling, gling fait, je vous assure, psychologiquement, ça me fait un bien fou. ouais. Donc, et Et avant par de... contre, juste rebondis aussi encore sur un truc que tu as dit, qui est un super rappel pour moi que je ne mets pas en place du tout. Tu as parlé de la délégation des tâches, et même à la maison. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment dû. Je le fais vraiment pas. Et moi, chez moi, ça a introduit autre chose, c'est le savoir dire non. C'est-à-dire que Les limites. j'avais pensé à un truc, c'est-à-dire que du coup, déléguer, c'est aussi parfois c'est poser ses limites et c'est le fameux savoir apprendre à dire non. Voilà. Ouais. Ça, c'est un autre webinaire, ok? Voilà. Mais non, mais c'était intéressant. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est C'est vraiment un important. point qui mérite d'être souligné parce que ça, je trouve que c'est un rôle important dans la charge mentale aussi. Oui, ne pas trop s'en mettre. Exactement. Et avant de donner la parole à Lucie, ça aurait le mot de la fin, Lucie. Juste de rappeler aussi cette notion que tu disais quoi? Oh mince, je l'ai bouffé. Bon, bah, je te donne la main, Lucie. Je voulais dire un truc, j'ai loupé. C'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est hyper riche. Moi, ça me permet aussi de me rappeler où est-ce que j'en suis. Je suis hyper, je peux être très distraite, tellement de créativité que du coup, je vais partout dans mes pensées. Comme beaucoup qui sont dans ça, bah, ça crée des insomnies, ça crée une insatisfaction, ça donne toujours l'impression de jamais être à la hauteur. Et en fait, à force de m'imposer grâce à vous tous, avec vos lois de Pareto, vos exercices, être bien entouré aussi, c'est vachement important pour le coup. Euh, ben en fait, je suis passée de la personne traumatisée de l'école avec la discipline, parce que c'était clairement mon cas, le cadre. J'ai l'impression que, on me remettait à l'école et que j'étais encore une moins que rien, donc je devais apprendre des autres et je devais être à la hauteur pour le regard des autres. Donc, je suis passée de ça à une personne qui est structurée, cadrée, qui prévoit les choses, qui a du coup gagné vachement de temps, mais surtout qui s'amuse à faire ce qu'elle fait. Et moi, comme j'ai absolument besoin de m'amuser dans ce que je fais, le jeu est hyper important. Et de passer de une technique où on s'initie, que ce soit la loi de Pareto ou les autres que tu as énoncées, à ça devient une structure, à ça devient un jeu et donc une satisfaction. Et c'est autant personnellement hyper riche, et puis ça me calme, ça m'a calmé dans énormément de choses, mais en plus ça inspire les autres et du coup, bah, j'ai, par des enfants par exemple, qui deviennent super joyeux à aider. Ouais, top. Donc, bah oui, parce que je ne demande plus en criant. Oui. Donc finalement, ça fait partie des bases, des structures et surtout, ça donne une place vraiment dans sa vie. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, merci de positionner avec des noms, des astuces, une manière de pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir l'appliquer. Oui. Bon, c'est juste qu'il faut y penser. Il faut que ça ait du sens. Parfait. Bon, bah, très bien, il est 13h02. On est à peu près bon. OK. Donc, Lucie, je te laisse le mot de la fin pour clôturer ce webinaire. Merci à tout le monde de votre attention et de vos retours. C'était cool. Merci. Merci à tous. Et le fin mot que j'utiliserai régulièrement, c'est surtout de penser à mettre votre énergie à votre service. Parfait. Merci, Lucie. Belle Au journée revoir, à tout le tous. monde. Merci. Merci. Salut. Bye.